Bonjour, je suis Yvan Rivaud, cofondateur d'Holome, une société qui a développé une plateforme de gestion des ressources de l'entreprise. Je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir sur ce podcast de septembre 2022. Nous avons l'habitude d'inviter certains de nos clients à échanger sur des sujets bien spécifiques. Aujourd'hui, le sujet, c'est le numérique et les PME en France. Et nous sommes aujourd'hui invités par Henri Lemoine, président de Class by Road, sur leur site dans l'Oise. Nous sommes sur le site de Class à Nanteuil-le-Haudouin dans l'Oise. Et c'est une société Class qui distribue du matériel fabriqué en Allemagne par une ETI familiale dont la destination des produits sert à faire de la manutention de matériaux pour les artisans du toit. Donc on travaille sur tout ce qui est l'enveloppe du bâtiment pour approvisionner les matériaux et faire de l'élévation aussi avec des matériels polyvalents qui font grue et nacelle. On agit sur la France, il y a 9 agences en France. Le groupe fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a une soixantaine de collaborateurs, il y a 200 matériels en location. Moi j'ai envie de commencer par une première question qui n'est pas tellement dans les questions qu'on a regardées ensemble auparavant. On s'est rencontrés il y a deux mois, via personne interposée. Tu as pris une décision très rapidement, en fin de compte, par rapport pas à notre solution, mais par rapport à justement, toutes ces questions numériques. C'est quoi l'enjeu du numérique pour une société comme la tienne aujourd'hui ? Ah, c'est une vaste question. C'est une question simple et une réponse difficile. L'enjeu du numérique, alors ce que je vais dire, ça n'engage que ce que je connais et le périmètre dans lequel nous sommes. Ouais. Mais je crois que c'est à plusieurs niveaux. Déjà, l'enjeu du numérique, c'est un support, je crois. C'est pas la révolution du numérique, c'est plutôt un changement de paradigme, notamment dans nos services. Parce que j'imagine que la digitalisation et l'utilisation de ces données et de la télémétrie va permettre, à condition qu'on sache l'utiliser, de pouvoir optimiser les flux, notamment dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est qu'on va passer ce qu'on appelle une économie de transactions à une économie de contrat dans lequel nous sommes actuellement, à l'économie d'usage bientôt, notamment grâce au numérique. D'accord. Après, tu as dit rapidement, je pense que ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'activité et chaque jour, chaque semaine, on travaille avec des outils numériques, que ce soit le téléphone, les tablettes pour les mécaniciens, la géolocalisation et plein de solutions qui viennent en complément d'outils généralement. Alors tu mets le doigt sur quelque chose qui est très très intéressant. Il y a quand même beaucoup de solutions là dehors. C'est quoi les paramètres, du moins les critères de base pour toi pour utiliser une solution numérique plutôt qu'une autre? Par exemple, parce qu'il y a de tout, ça peut aller de l'application mobile qu'on télécharge rapidement jusqu'au logiciel où il faut un an de mise en place. C'est quoi les critères de base pour toi pour amener utiliser des nouvelles solutions? Bon, je vais être sympa. Si c'est déjà c'est la personne. Ouais. Et après c'est la technique, ou plutôt c'est la technique et l'usage, et après c'est la personne. Dans les 3-4 critères tout de suite que je vais regarder, c'est est-ce qu'on est en SaaS, ou est-ce qu'on est en full web, ou est-ce qu'on est dans du dur. Ça, c'est plus une question pour moi. Ça veut dire qu'on doit pouvoir être aujourd'hui en full web, c'est hyper important. La seconde question, c'est l'information, elle est à qui ? Et l'usage de cette information, est-ce que je pourrais en bénéficier ? Parce que je n'ai pas 30 ans d'expérience, mais j'ai souvent été bloqué par nos systèmes, c'est-à-dire qu'on a des ERP, on a des systèmes d'information, finalement, qui emprisonnent nos données, et après, pour les exploiter, c'est complexe. Très complexe, exactement. Du coup, je favorise, enfin, c'est même pas je favorise, j'interdis qu'on rentre avec des nouveaux systèmes dans le groupe sur des modes qui ne seraient pas du full web. D'accord. Et donc, pourquoi le full web? C'est quoi les avantages pour toi? Il y en a 2 ou 3. La première, je ne me sens pas propriétaire d'un système ou d'une niche qui range l'information, mais plutôt de cette information. D'accord. Les systèmes, le jour où ils sont faits, ils sont déjà désuets quasiment. Et du coup, on a besoin en permanence que ces systèmes ils soient entretenus, sinon on n'a plus l'accès, mais ce n'est pas une question. Et le second, c'est leur développement.
Et je vois qu'entre des systèmes avec des devs infra plutôt que du full web, c'est le jour et la nuit, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc pour toi, c'est vraiment l'évolution de la solution qui doit évoluer en fonction de tes besoins, en fonction aussi des services que peut-être tu veux développer. Chaque fois qu'on a développé nous-mêmes ou qu'on a fait développer, on a imaginé un cahier des charges, on a établi un budget et ni le cahier des charges, ni le budget, ni le timing étaient respectés. Okay, bon, je te rassure, dans le full web, mais dans le full web, c'est rarement les trois en même temps. C'est-à-dire que le cahier des charges, le faire, on t'explique qu'au début c'est possible et puis très rapidement on dit écoute, il y a quand même un truc qui existe donc essaye de rentrer dans le cadre. Et j'ai trouvé la troisième chose que je regarde dont on n'a pas parlé, c'est l'UX. D'accord. Pour moi l'UX, en fait l'informatique doit servir la personne ou les hommes. À partir de ce moment-là, la priorité c'est l'UX de l'utilisateur. Donc ça doit servir l'utilisateur. Et ça c'est le jour et la nuit parce qu'on peut nous promettre nous en tant que dirigeants d'avoir des systèmes d'information qui redonnent de la donnée brute, dont on n'aura peut-être jamais l'utilisation, mais ça nous fait rêver. Par contre, si l'UX est mauvais, si l'expérience utilisateur est mauvaise, c'est une cata et c'est bullshit et on dépense énormément d'énergie et on casse finalement la vitesse et la motivation des individus, des collaborateurs. Tu as dit quelque chose juste avant qui m'a beaucoup intéressé. Tu parlais de la donnée, à qui appartient la donnée. Qu'est-ce que tu as derrière la tête quand tu dis ça? C'est-à-dire que tu peux prendre une solution et te dire derrière, voilà, grâce aux données que je vais récolter, je vais pouvoir développer de nouvelles solutions, développer de nouveaux services, de nouvelles choses. Est-ce que pour toi, la donnée, c'est quelque chose qui est vivant, quelque chose qui peut justement s'utiliser pendant toute sa vie à différents moments? Tu as un peu la réponse dans la question. La donnée à plat, pour moi, elle n'a aucune valeur. C'est un peu comme la connaissance à plat. La connaissance à plat, c'est Wikipédia. Wikipédia, a priori, sans personne, ça ne crée pas de valeur. Déjà parce que c'est les personnes qui émettent de la donnée, puis c'est d'autres personnes qui les lisent et qui, avec ce qu'ils arrivent à en sortir, arrivent à créer ou produire ou créer de la richesse ou de la valeur. Je pense que sur la donnée, c'est pareil. Je me souviens d'une chose qui m'a interpellé quand on travaillait sur des sujets de marketing, c'est qu'un fichier à plat en France par exemple, un fichier de la base INSEE, donc tout ce qui est syrétisable, c'est environ 2% par mois qui est désuet. Tout à fait. Donc 1,8 je crois sur 1,2 sur les sociétés qui sont nouvelles et puis 0,8 sur les sociétés qui meurent. Bon, là pendant le Covid ça a été inversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2% par mois, c'est 20% par an. Très bien. Donc, je rebondis sur un de tes commentaires. Tu parlais de la data, à qui elle appartient. Qu'est-ce que tu as en tête quand tu dis ça? Est-ce que tu penses que la data, c'est quelque chose qui vit, quelque chose où tu peux développer des nouveaux services ou des nouvelles fonctionnalités derrière? Ouais. Je m'aperçois que la data, quand elle est à plat, elle est morte, sauf à partir du moment où on l'utilise. Et en l'occurrence, si on regarde Wikipédia par exemple, il y a des gens qui émettent de la data, puis il y a des gens qui en prennent. Et l'intérêt pour ça, c'est de créer de la valeur entre les deux, dans un sens ou dans l'autre. Ce que je vois, c'est que mon grand-père ou mon père me parlait de la connaissance il y a quelques années, en disant l'important c'est la connaissance. Puis là on s'aperçoit que maintenant on a Google à la poche, donc tout le monde a à peu près le même niveau de connaissance. Tout le monde connaît tout. Et pour autant il y en a qui produisent plus ou moins de valeur, ou dans la production, je ne parle pas simplement de la production de valeur capitalistique ou matérialiste, mais créer de la valeur dans les relations ou des choses comme ça. Et ça je crois que ce n'est pas la propriété de la donnée qui fait cette création de valeur, mais plutôt l'usage. Tout à fait. Donc pour moi, c'est pour ça que je pense que tu as une réponse dans ta question. C'est plutôt l'usage de la donnée qui permettrait d'en faire quelque chose. Donc une donnée morte, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Ce que je vois aussi, pour l'avoir appris il y a quelques temps, il me semble qu'un fichier à plat, par exemple une base SIRET, donc de data.gouv, statistiquement, tous les mois, c'est 2% qui partent en vacances, c'est 1,2% sur les sociétés qui sont mortes et 0,8 qui se créent, ou vice-versa pendant le Covid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2% par mois, ça fait plus de 20% par an. 20% par an, ça veut dire qu'en 50, ton fichier il est mort. Tout à fait. Du coup, ce n'est pas une question pour moi ce sujet-là. L'important, c'est de la donnée dynamique et surtout à disposition. Toi qui es patron de plusieurs sociétés dans le cadre du groupe Demain, c'est quoi les freins justement à la mise en place du numérique? Il y en a quelques-uns.
mais pas trop. Je crois que c'est lié à la maturité. Donc nous, on est un groupe de sociétés et les sociétés ne sont pas à même maturité vis-à-vis du digital ou du numérique. Moi, je m'aperçois qu'il y a plusieurs facteurs. La contrainte ou la difficulté, c'est déjà pour nous d'être très très clair sur l'effet escompté et l'attente que nous avons du numérique et du digital. D'accord. Et en une génération, là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui sont nés avec les premières voitures. Ouais, Et bon, eux, ils travaillent plus. tu les emploies longtemps quand même. Là. Ouais. Et il y en a qui naissent en passant peut-être la moitié de leur temps devant un écran. Ouais. Et entre les deux, moi je fais partie, quand je suis dans l'équipe de gauche, des dinosaures, et quand je suis de l'équipe de droite, des novateurs. Tout à fait. Et ça, je crois que quand je parle de maturité de société, il y a aussi une maturité à l'usage des outils digitaux. Tout à fait. Par contre, pour moi, il y a une différence entre l'outil, ce que tu as dans la main là, et le vecteur. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les outils, la génération qui arrive, ce ne sera plus le sujet. Par contre, les vecteurs, donc ce qui va porter la donnée, ce qui va porter l'usage et l'UX dont on a parlé il y a quelques minutes, c'est ce qui fera la différence. D'accord. Donc je vois des gens qui ont... Ils n'ont pas connu les chevaux, mais pas loin. Quand on leur présente un outil avec un UX génial, ils foncent. Et là, ça marche bien. Et à contrario, des jeunes qui vont vouloir toujours essayer de trouver un autre ou un nouvel outil. Et là, on a des contraintes qui sont fortes. Parce que on imagine que quand on regarde sur Internet, tous les outils existent. Seulement quand on les déploie dans des sociétés de 10, 20, 30, 50, 100, 200 personnes, c'est pas le même boulot. C'est pas le même boulot, effectivement. On voit ça souvent. Hein. On voit ça souvent, nous, dans notre métier, cette contrainte humaine. Alors la question que j'ai pour toi derrière, c'est comment tu gères ça Pour donner quelques tips à nos... Bah, je sais. En tout cas, je resterai à ma place sur ce sujet parce que comment je gère ça, il y a deux aspects. Déjà, c'est en parlant tout le temps, mais je ne parle pas du digital, je parle plutôt du besoin d'usage d'une nouvelle fonction. Après, je ne serai pas le mieux ou le plus à même de vous en parler parce qu'aujourd'hui, il y a du monde qui s'en occupe pour le déployer. Mais ce que j'ai compris, c'est que si on regarde par l'équipe opérationnelle, ce qui compte, c'est d'être clair sur les intentions et ensuite d'avoir des titulaires ou des pivots ou des key users, on appelle ça comme on veut, mais qui vont entreprendre en amont du déploiement. D'accord. Et là, je suis parti par l'équipe opérationnelle, mais ça veut dire qu'entre les deux, il se passe plein de choses. La première chose, c'est un cahier des charges qui soit clair mais simple. La deuxième chose, c'est les objectifs aussi. Je crois que on fait beaucoup de choses compliquées. Moi, je me suis planté où j'ai passé énormément d'énergie à rédiger des cahiers des charges en pensant à des fonctionnalités dont j'aurais peut-être l'usage. Puis au final, je fais rien. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur un sujet. Exactement. Du coup, j'aime bien l'idée de travailler avec un outil qui nous permette d'essayer. D'accord. On essaye et là, on fait un labo aussi avec quelques personnes. On reprend les commentaires et les feedbacks ou les retakes de ces personnes-là et ensuite, on peut se dire tiens, qu'est-ce qu'on a besoin de faire évoluer ou pas? Si ça roule, on y va. Et si ça roule pas, on arrête. Les trucs qui ont le mieux marché, c'est jamais venu de moi. C'est plutôt des outils qui viennent d'un utilisateur, d'un collaborateur qui dit ah moi je travaille avec ce truc-là. Puis on regarde et on dit ah ouais c'est pas mal et après on le diffuse. Donc, si je résume ta réponse, c'est... Faut pas que ça vienne de moi. Faut pas que ça vienne de toi. Faut pas faire des cahiers des charges compliqués. Le truc qui fait absolument toutes les fonctions, on ne sait pas si ça va être livré, c'est chronophage, ça prend du temps, ça coûte du temps et de l'argent. Et donc plutôt partir sur des outils qui répondent à des points de pénibilité bien précis, qui viennent du terrain, qui sont utilisés par les gars du terrain et qui derrière c'est infusé dans la boîte. C'est ça? Ouais. Je vous laisserai prendre l'avis de Cédric sur le sujet tout à l'heure, mais je crois que la règle des 80-20 dans les outils est importante. Et dans le numérique encore plus quasiment que... Parce que sinon on passe beaucoup de temps sur les 10% et du coup les 80% ils sont en léthargie et ça avance pas. On parlait des différentes générations, on parlait des différentes façons de travailler entre les jeunes qui arrivent et puis les anciens qui sont là avec tout leur savoir. Ça a quoi comme impact le numérique sur la culture de l'entreprise pour toi? Le numérique dans l'entreprise, je pense qu'il est transverse. Ça veut dire qu'il n'y a personne dans l'entreprise où tout le monde utilise du numérique. Il n'y a personne qui n'utilise pas de numérique. Du coup, ça permet
finalement de mettre une dynamique transverse. Le tout, c'est d'être clair sur la vitesse de cette dynamique. Je crois que pour la majorité, ça permet d'impulser une dynamique. Par contre, si on en fait trop et trop vite, on casse. Et c'est là où parfois on a vu des outils qui nous semblaient pertinents et on a décidé de mettre en stand-by parce que chaque jour on a un nouvel outil qui semble pertinent pour optimiser ou pour créer de la valeur. Mais il faut que derrière on ait la ressource qui suive, quoi. D'accord. C'est quoi le numérique? Alors aujourd'hui, on a parlé un petit peu des différentes solutions, applications, logiciels et tout. T'attends quoi en termes de retour sur investissement? Est-ce que ce sont des choses où tu vois ça, tu te dis je teste, ça me coûte et puis tant mieux si j'arrive à retrouver mes petits à l'arrivée? Ou est-ce que ce sont des choses, voilà, c'est des investissements sur plusieurs années? Comment tu vois ça? Je vais prendre deux casquettes pour répondre à la question. Une casquette très personnelle et puis une casquette de dirigeant. La casquette du très personnel, c'est un mal nécessaire. D'accord. Tu vois, je pourrais résumer ton truc en franchement, le numérique, c'est un mal nécessaire parce que finalement, il vient réduire les interactions humaines. Mais c'est un prisme très très personnel. Après, si je regarde d'un point de vue dirigeant, c'est une énorme opportunité de création de valeur. C'est une énorme opportunité de rentrer sur des marchés. C'est une énorme opportunité de se régénérer sur nos marchés. C'est quand même une énorme opportunité de s'interconnecter et de rentrer en relation avec des personnes avec lesquelles nous ne serions jamais rentrés. Donc voilà, j'ai un côté perso qui dit c'est un mal nécessaire et un côté pro qui dit c'est extraordinaire. Et on va en profiter, je pense, encore plus dans les prochaines années. Une société comme la tienne, alors j'ai presque deux questions en une. C'est tu mets du numérique dans ta société. Tu crois qu'il va y avoir un impact sur l'image de ta société en interne, en externe? Tu penses que ça peut avoir de la valeur justement? Oui, mais ça dépend comment on habille la mariée. A priori, je ne le fais pas pour habiller la mariée. Je le fais plutôt pour que la mariée soit belle. Et puis après, on verra comment on habille la mariée. Du coup, je crois que c'est vraiment l'usage des outils. Donc nous, on a à peu près aujourd'hui dans le groupe, si je regarde, il doit y avoir peut-être entre 60 et 70 outils interconnectés, digitaux. CRM, ERP, marketing direct, service, etc. Ils sont, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un gros bazar parce qu'ils ne sont pas tous interconnectés et du coup, on doit faire ce travail d'interconnexion. Si je reprends, si tu veux bien reformuler ta question pour pas que je réponde à côté. L'impact du numérique sur l'image de l'entreprise en interne et en externe. Donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est déjà il faut que ce soit utile. Quand c'est utile, après on peut le rendre beau ou séduisant pour expliquer ce qu'on fait avec. Nous, on n'a pas besoin de séduire grand monde si c'est utile. Ce qu'il faut, c'est être plutôt pratique. Et on s'aperçoit qu'avec toutes les personnes ou les parties prenantes de l'entreprise, donc toutes, c'est par exemple, si je prends la chaîne de valeur, les clients, les outils aujourd'hui nous permettent d'offrir de l'information aux clients sur leur machine. On n'en est pas encore au prédictif, ça devrait arriver, mais on n'est pas encore là. Donc l'interconnexion avec les clients, elle est primordiale dans notre métier. Le second, c'est les collaborateurs. C'est pareil que ce soit sur des outils de géolocalisation, d'optimisation de tournée ou même de gestion de l'information. Donc ça fait déjà 13 ans ou 14 ans qu'on travaille avec un système qui nous permet d'envoyer ce qu'on appelle des ordres de réparation, de faire signer le client sur le chantier et le collaborateur, de remonter les OR, de les transformer en facture et puis de prélever derrière sous 24 heures si tu veux. Ça, c'est très important dans l'entreprise. Et là, on communique avec le client, le collaborateur et les fournisseurs parce qu'aujourd'hui, quasiment tous nos fournisseurs travaillent avec des systèmes intégrés, donc par exemple des plateformes, très bons pour tout ce qui est supply en fonction de quel fournisseur on parle, et très en devenir sur tout ce qui est marketing, parce qu'on est encore sur des marchés qui ne sont pas à maturité sur ce sujet-là. Donc si je résume, de toute façon, on parlait d'image, mais de toute façon, on n'a pas le choix en fait. Ces solutions, comme tout le monde commence à être intégré, que ce soit l'utilisateur final, que ce soit les gars à l'intérieur de l'entreprise et tout, c'est un peu ce que tu es en train de dire, c'est un passage obligatoire, on est obligé de s'y mettre en fait. Je vais te raconter une anecdote sur le sujet. Mon grand-père m'a raconté une histoire qui m'a interpellé. Où il me dit, tu sais, en 1950, j'ai eu du mal à faire accepter à mon père, donc mon arrière-grand-père,
de mettre un tracteur dans la ferme. Parce qu'on avait des chevaux et il me dit écoute Henri, il me dit écoute, il s'appelait Jacques, un tracteur, ça consomme un produit qu'on ne produit pas. Donc s'il n'y a plus ce produit-là, on ne saura pas l'utiliser. Il peut ne pas fonctionner. Et à la fin de sa vie, il est mort. Exactement. Un bœuf ou une vache ou un cheval, tu le nourris avec un produit que tu as, et à la fin de sa vie, c'est quelque chose que tu le manges. Donc pourquoi tu veux mettre un tracteur? Et aujourd'hui, je ne connais plus de ferme, trop, sauf à des fins pédagogiques, culturelles, etc., qui travaillent avec des chevaux et des bœufs. Et je crois que le numérique, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est pas une question de s'y mettre ou de s'y mettre pas. La difficulté, c'est, mais comme les tracteurs à l'époque, il y avait tellement de solutions. Là, le numérique, il y a tellement de solutions, il ne faut pas se gourer, quoi. Nous sommes en présence de Cédric Magnin, directeur des opérations pour Class. Cédric, tu veux te présenter rapidement? Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie, dans toute la partie électronique, électronification des machines, et puis dans le développement des machines de grosse puissance, des machines d'ETP, des machines agricoles. Et puis je suis arrivé ensuite dans le monde de la nacelle et de la grue, et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Écoute, merci. Alors aujourd'hui, le sujet de la journée, c'est le numérique et les PME françaises. Pour toi, les enjeux du numérique pour les PME, quels sont-ils rapidement? Tout va plus vite avec l'électronique, avec les smartphones, avec Internet, et il n'y a pas de raison que l'industrie ne puisse pas en profiter. On a besoin d'avoir l'information de manière sûre et immédiate, et je ne vois pas beaucoup d'autres manières de le faire qu'en se modernisant et en s'équipant d'outils qui sont sans cesse à la pointe de la technologie. Alors ça, donc, c'est donc nécessaire pour arriver et suivre le rythme actuel. T'en es convaincu? Maintenant, au niveau de l'entreprise, c'est quoi les freins à la mise en place du numérique que tu peux trouver? Il y a un frein systématique qui est la résistance au changement. Ça arrive quelle que soit l'évolution qu'on propose aux gens. Il peut y avoir des problèmes d'appropriation de la technologie, des problèmes générationnels, des gens qui se rapprochent de la retraite, qui n'ont pas forcément envie de faire l'effort de se mettre à des nouvelles technologies. Mais en fait, si on arrive à leur montrer qu'on va leur simplifier l'existence en leur apportant de nouvelles solutions, ça passe bien. Ce qu'il faut, c'est vraiment s'assurer que notre évolution, elle va s'inscrire dans un cadre d'allègement des charges quotidiennes et d'amélioration de la performance. D'accord. Aujourd'hui, tu mets des solutions en place. C'est quoi les gains que tu recherches opérationnellement? Toi, dans ta vie de tous les jours, vous avez 150 grues, je pense, en location tous les jours. Vous faites de la vente. Vous avez X personnes qui livrent les grues chez vos clients. Vos grues sont en place chez vos clients pendant un certain temps. C'est quoi les gains que tu recherches dans une solution numérique? Donc il y a plusieurs volets. Il y a le volet location pour lequel on se doit d'être irréprochable sur la qualité des machines qu'on livre et sur la documentation qui les accompagne. Donc il faut qu'on s'assure que toute machine qui part a bien été inspectée et qu'en plus elle embarque la documentation technique qui répond à toutes les attentes des utilisateurs et des responsables de sécurité sur les chantiers. Donc on a des solutions actuelles, il faut ouvrir des boîtes qui sont cadenassées pour aller voir si le document il y est bien, et ça se fait quand il fait beau et qu'on a le temps, mais en digitalisant ça, on peut le faire depuis notre bureau, on s'assure de la traçabilité de toutes les actions d'une part, et d'autre part, s'il y a une erreur qui s'est glissée, on est capable de la remonter, de savoir à quel moment elle a été faite et de pouvoir rectifier le tir. En ce qui concerne la vente, il y a tout un tas de documents qui doivent accompagner les machines, les attestations d'assurance pour parler à tout le monde, mais il n'y a pas que ça dans le monde du levage. Et en plus, j'ai du respect pour les espadrilles, mais on n'est pas loueur d'espadrilles, on est loueur de machines de levage et de nacelles. Et les responsabilités qu'on prend lorsqu'on met à disposition des gens des machines comme celle-là sont très importantes, même si c'est banalisé par le quotidien. Et donc on se doit d'avoir
une logique de fonctionnement qui est répétable et contrôlable. Et donc on peut, avec des scans, avec des parcours administratifs et numériques de la machine sur le terrain et dans l'atelier, être capable à tout moment de savoir comment est-ce que la machine a été inspectée et quel est son état de conservation. Moi, la première fois que je vous ai rencontré, que je suis venu ici, j'avais été assez impressionné par votre système que vous aviez mis en place. Ça suit bien, le système d'étiquettes, là, avec les différentes couleurs et tout. Ça marchait même bien. C'est quoi le petit truc qui a fait que vous avez testé de nouvelles solutions? Alors, il y a un volet qui intéresse tout le monde et qui parle à tout le monde, ça va être la réduction des coûts. Nous avons des étiquettes sécables qui sont à écrire au marqueur, avec la lisibilité qui dépendra du soin que celui qui l'écrit va avoir pris, la qualité de l'impression qui va dépendre de la qualité du marqueur, de son utilisation, de son vieillissement et puis des intempéries. Et puis il y a l'autre volet qui est le besoin d'aller consulter la machine physiquement. J'ai rien contre la pluie, mais en tout cas, avec la dématérialisation, ça permet de le faire de son bureau très rapidement. On voit tout le parc et on gagne énormément de temps. Et je répète, il y a la traçabilité. On est capable de savoir à quel moment est-ce que la machine a passé telle étape. Elle passe d'un état à un autre. Ça nous sert à avoir un historique ou des statistiques. Donc on peut identifier, parce que la machine de location, quand elle est sur notre parc, elle ne rapporte rien, elle ne fait que coûter. Et donc on est intéressé à minimiser le temps qu'elle va passer dans chacune des étapes, son arrivée, l'inspection, l'attente de pièces détachées si nécessaire, la réparation, et puis ensuite la mise à disposition, et après la mise à disposition, le départ vers la nouvelle location. Pour chacune de ces étapes, en fait, si on y passe trop de temps, il y a des plans d'action qui vont être différents. Si on a besoin de muscler la force de frappe des mécanos, eh bien, en fait, c'est pas juste en mesurant le temps que la machine va passer en attendant de repartir qu'on aura la réponse. Donc, de la même manière, si on veut savoir si notre stock de pièces détachées est bien pertinent, s'il est bien à jour, eh bien, on va regarder combien de temps est-ce qu'on passe dans la période en attente d'inspection et puis en attente de réparation et puis en travaux. Et donc ça nous permet d'être juste, mais ça on pouvait également le faire avec les étiquettes, mais ça nous permet l'automatisation. Les étiquettes, il fallait ensuite les reprendre, tout faire à la main, déchiffrer ce qui avait été écrit dessus, et en appuyant sur un bouton aujourd'hui, on a l'extraction de toutes nos informations, du temps passé dans chaque étape. Ces informations qu'il y a là, que vous récoltez en permanence, vous imaginez les utiliser à d'autres escients plus tard, avec d'autres fonctionnalités ou pas? Je pense qu'en les utilisant au quotidien, les idées vont nous venir. Là, ça répond déjà à notre cahier des charges. On est dans une phase d'implémentation, de développement avancé. On avait un cahier des charges auquel l'outil répond. Et puis, on a les fonctionnalités qui arrivent. Par exemple, la disponibilité des machines sur le parking, elles sont taguées comme étant avec compatibilité nacelle ou avec nacelle. Et du coup, depuis n'importe quel endroit en France, et pas seulement ceux qui sont capables d'aller regarder le statut de l'étiquette sur le site, les commerciaux en charge de la location peuvent aller regarder la disponibilité des machines en fonction de tel ou tel critère. Ce n'était pas forcément quelque chose qu'on avait anticipé. On voyait ça plutôt dans le RP et en réalité, ça nous donne une information très fidèle avec des filtres qui sont très ludiques d'aller récupérer des informations sur le parc disponible à la location et de répondre en quelques secondes aux clients qui posent la question. D'accord. Donc gain, productivité, temps, qualité. Bon, maintenant il faut mettre tout ça en place. C'est quoi le truc magique pour mettre du numérique en place dans une entreprise, sachant qu'il y a un historique, il y a des gens qui sont d'univers différents, d'âges différents, de cultures différentes. C'est quoi le conseil que vous donneriez? D'un côté, il y a la fonctionnalité. Il faut que dans chaque évolution, l'utilisateur y trouve un intérêt, que ce ne soit pas un simple reporting pour être encore mieux surveillé sans y retrouver un quelconque avantage. Il y a donc la fonctionnalité, la simplification. Des tâches qui étaient exécutées auparavant doivent être remplacées par l'outil, pas ajoutées à cet outil et remplacées en les simplifiant. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose qu'on arrive à faire avec cette solution. Un
un groupe de tests de gens motivés, dynamiques et qui ne vont pas se formaliser en essuyant les plâtres. Si d'un seul coup on dit regardez on a un nouveau truc, on va l'essayer, on le diffuse dans tout le réseau, au bout d'un moment les gens vont se lasser, dire bah on va encore retrouver un truc dont la maturité n'est pas vraiment acquise et du coup on va les perdre à chaque fois qu'on proposera une nouvelle innovation. Là, on met en valeur un petit groupe pilote qui va être utilisé, qui ne sera pas toujours le même, ce ne sera pas toujours les mêmes victimes qui utiliseront ou qui essuieront les pots cassés et les plâtres, exactement. Et donc, un groupe pilote, on met au point avec ce groupe pilote et une fois que c'est au point, on diffuse et lorsqu'on diffuse, on retire, c'est-à-dire que ce nouvel outil remplace un autre. Donc en résumé, il ne faut pas y arriver et tout casser d'un seul coup, c'est y aller par étapes, on prend quelques personnes qui testent et ensuite on infuse tout doucement au fur et à mesure, c'est ça? Je pense, oui, il y a chacun sa méthode. Il y en a qui ont un marteau très gros et qui tapent très fort, mais je ne suis pas sûr que sur le long terme ce soit vertueux et ça ne donne pas confiance non plus pour les évolutions à venir. On risque de créer de la défiance, de la méfiance et donc non, il faut vraiment impliquer les gens, utiliser l'expérience du terrain, montrer que l'outil qu'on va proposer est adapté et qui va leur apporter quelque chose au quotidien. D'accord. 2023, ça se présente comment? C'est quoi vos priorités pour 2023 pour vos équipes, pour la société Les priorités, c'est l'augmentation du volume d'affaires où on a beaucoup d'actions qui sont répétitives et qui sont aujourd'hui effectuées par des gens, des hommes, des femmes. Et si on double le nombre d'actions, on doit doubler l'effectif pour le faire. Et ces tâches répétitives, on doit les identifier. Celles qu'on peut confier à des robots, on doit les confier à des robots. Et celles qu'on est obligé de laisser dans les mains de personnes, eh bien, on doit le faire. Donc c'est accompagner les transitions, on peut appeler ça une transition numérique. En réalité, c'est vraiment la phase de dévermination du métier, déverminage du métier où on a identifié quelles étaient les séquences pour bien le dérouler et puis ensuite les automatiser, automatiser tout ce qui doit l'être et contrôler tout ce qui doit l'être, mais ne pas laisser les tâches répétitives dans les mains de personnes qui pourraient faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et puis si on double le nombre d'affaires, eh bien, on devrait doubler le nombre de personnes et finalement le modèle il est vertueux, mais il pourrait l'être davantage, puisqu'en s'appuyant sur des technologies qui, en réagissant à la nanoseconde, vont finalement peu être impactées par le doublement en une année de notre volume d'affaires. Donc 1 plus 1, ça ne doit pas faire 2, ça doit faire 1,2 ou 1,3, c'est ça? Exactement, ça dépend de quoi on parle, mais en tout cas, en ressources utilisées pour le fonctionnement, il y a des incompressibles, ça c'est sûr, mais une fois qu'on a mis en place la structure, il faut qu'on soit en mesure de la dupliquer sans que ça duplique forcément les effectifs. Ok, très bien. Écoute, merci pour tout, pour ce retour sur vos objectifs et sur l'utilisation du numérique chez Class by Road, ici. Le mot de la fin, tu as un commentaire, quelque chose à dire? Le mot de la fin, je suis très content d'avoir des missions comme celle-ci et des partenaires qui sont dynamiques, qui nous accompagnent vraiment à chaque étape et qui sont intéressés par nos retours. On sent une vraie volonté de partenariat. On n'a pas l'impression d'être le prochain citron à presser pour avoir le rendement le plus le meilleur, c'est-à-dire on réduit le temps passé avec ce nouveau client et puis on augmente le chiffre d'affaires qu'on peut faire avec. Donc non, on est vraiment dans une logique de développement, de partenariat et ça c'est vraiment intéressant. Donc c'est un plaisir. Merci pour tout pour ce mot de la fin. Bonne fin de journée, à très bientôt. À bientôt. Merci.